Il y avait un côté philosophique et pratique dans l'alchimie. Moi, j'ai gardé le côté philosophique et j'ai essayé de le développer. Et de mettre la science de la chimie au profit de la connaissance de soi. Surtout réaliser que la vie, elle se passe au moment présent. Mes molécules, elles bougent maintenant. Mes cellules se reproduisent maintenant. C'est comme si la vie se déroulait maintenant. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Françoise Tibika. Françoise, bonjour, bienvenue. Ravie de vous accueillir. Bonjour Cathy, merci de m'avoir reçue. Je vous en prie, vous êtes là parce que vous avez sorti un livre qui s'appelle Ticket pour les quantiques. Et en sous-titre, c'est une introduction à l'alchimie moderne. Alors évidemment, c'est un sujet qui vous porte et qui vous touche depuis de nombreuses années. Vous êtes diplômée en chimie, docteur en chimie de l'Université de Jérusalem. Vous êtes assistante de recherche en chimie minérale encore aujourd'hui. Pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette explication de la chimie quantique ? Quand on écrit un livre, c'est surtout pour éclaircir des fausses qu'on a dans la tête. Donc avant tout, j'ai voulu sortir ce que j'avais dans la tête et dans le ventre. Quand on dit introduction à l'alchimie moderne, quand on dit alchimie, on pense à l'alchimiste, évidemment, à la quête de l'or, de trouver de l'or. En fait, les alchimistes de l'époque cherchaient aussi quelque chose qui est lié à la matière, les intriguait. Parce que si on réfléchit, c'était la première fois ils avaient tout à coup un contrôle sur ce qui était dans la nature. Sur la matière qui était dans la nature, et ça les a fascinés et ils ont essayé de faire de l'or, mais en même temps, il y avait quelque chose dans la manipulation de la matière qui faisait qu'ils se sentaient peut-être touchés de l'intérieur et en parallèle à ce développement de la chimie, il y a eu, à mon avis, et c'est aussi relaté, une quête mystique de notre propre intérieur, puisqu'il cherchait en fait la recette de la vie éternelle aussi. Il cherchait la pierre philosophale. Donc il y avait un côté philosophique et pratique dans l'alchimie. Moi, j'ai gardé le côté philosophique et j'ai essayé de le développer. Et de mettre la science de la chimie au profit de la connaissance de soi. C'est ça. Alors, ce qui vous intéresse au plus haut point, c'est les relations qui existent entre l'énergie et la matière. L'énergie et l'information. Oui, parce que l'énergie et les matières, c'est quelque chose qu'Einstein avait déjà souligné, mais moi, c'est l'énergie et l'information. Parce que si on regarde autour de nous, tout ce qu'on capte par nos sens, ce sont des informations. Et c'est nous qui créons les couleurs, c'est nous qui créons les bruits, c'est nous qui créons la substance, les goûts, les odeurs. Sans nous, ce sont des ondes. Donc, nous sommes les révélateurs de notre univers. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que, évidemment, vous abordez donc tout ça, les ondes, les atomes, vous nous parlez de la matière, de l'énergie, de l'information, mais vous nous mettez quand même au centre. Et ce qui est tout à fait intéressant pour les profanes, parce que c'est un livre, c'est bien de le préciser, mais tout le monde peut le lire, même si on n'a aucun background scientifique, c'est ça qui est intéressant. Vous mettez au cœur de votre ouvrage les émotions. Après mon doctorat, j'ai été l'étudiante d'un maître à penser, Colette Aboulker, qui habitait à Jérusalem et qui nous faisait faire des introspections très, très spéciales qui passaient par le rêve éveillé et d'autres méthodes. Et c'est là où je me suis rendu compte, et ça a été confirmé par des tas de lectures que j'ai fait autour de ces recherches intérieures, la place des émotions. Donc j'ai essayé de chercher où est-ce qu'elles pouvaient s'infiltrer dans notre mécanisme et à quel point on avait le choix de ces émotions. Et puis ça reliait aussi l'enseignement de Rabbi Nachman qui dit que nous sommes là où nos pensées se trouvent et les pensées sont toujours accompagnées d'émotions. Vous écrivez « Nous avons sur nos émotions un pouvoir ignoré, les maîtriser, voire les choisir, nous offre la possibilité d'influencer le cours de nos molécules, sans doute la seule que nous ayons vraiment. » Mais je crois que, étant donné qu'on vit dans un monde moléculaire et que si on regarde le nombre de molécules qu'il y a autour de nous, on peut penser qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre, même pas dans nos gestes. Je ne veux même pas parler de notre parole. Dans nos gestes, on a peu de libre arbitre. Et je pense que le vrai choix qu'on a,
c'est pas tellement de choisir le chemin de notre vie qui apparemment nous est, je crois qu'il nous est plus ou moins imposé, mais c'est de choisir notre attitude vis-à-vis. Je peux venir ici et me dire, oh, qu'est-ce qui va m'arriver, quelle catastrophe, on va me poser des questions, je vais pas pouvoir répondre, ou alors je peux arriver tout à fait décontracte et penser que je parle à une amie de longue date. Donc c'est ça qui change dans ma vie. Et à chaque fois qu'on approche l'autre, on a des émotions qui parfois viennent ou d'un passé qui nous a traumatisés, ou d'un futur qui nous angoisse, au lieu d'être là au moment présent et recevoir ce que vous offrez ou ce que chacun offre. Alors c'est très intéressant parce que c'est une pensée tout à fait scientifique, mais qui rejoint aussi la fameuse pensée positive, très en vogue en ce moment. Oui. On dit qu'il faut vivre en pleine conscience et qu'il faut s'ancrer dans le présent, etc. Et vous, dans vos recherches, bien, vous rejoignez cette thèse-là. Oui, oh ben c'est pas par hasard. Non, disons c'est pas par hasard, un boulage, j'ai recollé les deux bouts. Maintenant, il y en a qui peuvent dire que mon rafistolage ne leur plaît pas. Moi, il convient à beaucoup d'autres. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez beaucoup des gènes. Alors, parfois, on a l'impression qu'on a on va dire, une prédestination génétique. Et vous essayez de démonter un peu ces mécanismes-là. Mais ça, c'est pas seulement moi qui le dis. D'abord, cette prédestination génétique, c'est ce biologiste Richard Dawkins qui dit qu'en fait, nous ne sommes que des machines jetables et le chef de la machine, ce sont nos gènes. Et nous sommes totalement soumis à la volonté de nos gènes qui est terrible. Parce que d'après Dawkins, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent se répandre le plus possible et au profit des autres. Et quand ils s'allient à d'autres, c'est uniquement pour leur propre intérêt. C'est-à-dire que c'est une théorie biologique qui met en dehors de l'équation l'amour et qui met que la haine et la jalousie et l'envie et la guerre. Et ça, j'ai beaucoup de mal à l'accepter et je trouve que c'est très dangereux de dire que la science, c'est ce qu'elle nous offre. Moi, je vois une toute autre image. Je vois au contraire que la vie, c'est la communication. Les atomes sont passés aux molécules et les molécules sont passées aux cellules. Et les cellules, c'est une organisation fantastique de molécules entre elles qui partagent leur énergie. Donc la vie est née du partage et de la communication avec l'extérieur. C'est-à-dire que vous pensez qu'en maîtrisant nos émotions, en y portant plus d'attention, en essayant de nous couper de celles qui sont néfastes pour nous, on peut mieux vivre, on peut... Certainement. Et finalement... En meilleure santé. En meilleure santé, oui. En fait, les émotions, elles ont une énergie. On le sent tous, on le sait tous. Ça veut dire quoi qu'elles ont une énergie ? Qu'elles influencent le cours de nos molécules. Or, nos molécules, d'après ma vision, qui est originale mais qui est exacte, parce que personne ne le dit en ces termes-là, nos molécules n'ont que deux options. Ou d'aller vers ce qu'on appelle l'équilibre chimique, ou d'aller vers le contraire, c'est-à-dire contre l'entropie, contre le chaos moléculaire, c'est-à-dire vers la vie. Parce que la vie, c'est justement avec des molécules faire des cellules. C'est le contraire du chaos. C'est les molécules qui passent à un niveau d'organisation supérieur. Et pour s'organiser comme ça, il faut communiquer. Alors, comment on fait pour essayer justement d'aller vers la vie ? Eh bien, d'aller vers la vie, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est justement de neutraliser toutes ces émotions qui nous minent et qui souvent, d'après beaucoup de psychologues, proviennent des sentiments de culpabilité. Justement, après Kippour, on devrait se sentir tout à fait nettoyé. Dieu nous a tous pardonné parce qu'il a un bon cœur et on doit faire comme lui. Voilà. Ça vous a permis, cette recherche, parce que, bon, on parle d'émotion, mais c'est quelque chose de très sérieux, de voir un peu bien ce qu'on ne voit pas différemment, de vous rapprocher de Dieu, peut-être ? Écoutez, en tout cas, je n'ai pas l'impression de m'en éloigner. Voilà. C'est vrai que quand on essaye de rester... le plus possible dans le moment présent et de ne pas être happé par le passé ou par le futur qui est toujours un peu angoissant,
et le passé qui est parfois traumatique, c'est de rester présent. Et à ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose qui nous protège. Voilà ce que j'aimerais dire. Donc vous l'écrivez très bien, hein, notre information biologique et notre information cérébrale sont toutes deux imprégnées d'émotions et nous avons écrit ici que nos émotions font le lien entre ces deux types d'informations, des émotions néfastes du passé ou des angoisses quant au futur peuvent venir sans raison s'infiltrer dans notre moment présent et l'envenimer. Donc ce que vous prenez, c'est essayer de s'en détacher au maximum. Surtout réaliser que la vie, elle se passe au moment présent. Mes molécules, elles bougent maintenant. Mes cellules se reproduisent maintenant. C'est comme si la vie se déroulait maintenant. En chimie, le passé n'existe pas parce qu'aucune constellation moléculaire ne peut revenir en arrière. Il y a trop de données, il y a trop de molécules. Elles ne peuvent pas toutes revenir au même moment, à la même place. Le passé est passé. Quant au futur, depuis la mécanique quantique, on sait que la trajectoire d'une particule est quelque chose qu'on ne peut pas deviner. On peut l'estimer, mais on ne peut pas la deviner, elle est ouverte. C'est ça qui est fantastique dans la mécanique quantique, c'est que la mécanique quantique a détruit le déterminisme de Newton qui disait que si on a une particule là et qu'on la lance avec telle force, elle va arriver à tel endroit. Donc à grande échelle, c'est vrai, mais à l'échelle moléculaire, c'est faux. Donc tout est dans nos mains, on peut tout changer. Je ne sais pas si tout, mais je crois que plus que ce qu'on croit. Voilà, c'est ça, le terme exact, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Et si le monde a l'air d'être ce qu'il est, on est tous responsables. On est tous responsables. Si tout va mal, si on arrivait à placer dans tous nos choix l'amour avant l'argent ou les honneurs, dans tous les choix, mais les plus petits, l'amour du prochain, mais en commençant par l'amour de soi-même, parce qu'autrement, ça ne peut pas marcher, c'est du bluff. C'est une espèce c'est une trahison qu'il faut absolument éviter. Mais une fois que nous avons assuré notre personne, maintenant il faut savoir aussi ce que ça veut dire. Nous aimer, c'est pas forcément nous gaver de chocolat. Donc à partir du moment où dans nos choix quotidiens on mettra l'amour en première position, je crois que le monde changera. Bon, on va se quitter sur cette jolie phrase. En tout cas, voilà, je vous encourage à lire un ouvrage qui va très bien pour la période. Ticket pour les cantiques de Françoise Tibica. Vous pouvez le trouver évidemment sur Amazon. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis, j'espère à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Merci Cathy. Et je profite de ce micro que vous me donnez pour souhaiter une bonne année à tout notre peuple que j'adore et qui, j'espère, trouvera un jour un langage commun pour être encore plus unis, essayer Gmar Khatima Tova et qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Et voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup Françoise.